bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du CQFR. Shai, il n'y avait que 4 matchs au programme, mais on a quand même bien vibré. Il y a eu le retour de Ja Morant de suspension. Je pense que même si la Ligue décidait de tout scripter, d'arrêter, tu vois, que ça devient du catch, tout est scripté, ils n'auraient pas pu imaginer un tel scénario pour Ja Morant. Ja Morant qui est revenu donc après 25 matchs de suspension, parce qu'il s'était montré arme à la main dans un deuxième live en quelques mois. La NBA avait dit stop, elle a dit non, mais là, mon gars, mon coco, tu vas rester sur le côté un moment. Victoire des Grizzlies, 115-113 sur le parquet des Pelicans à New Orleans. Les Grizzlies avaient 24 points de retard, ont compté jusqu'à 24 points de retard. Ouais. Ils avaient encore 10 points de retard au début du quatrième quart-temps. Et Ja Morant a mené ce comeback. Il finit à 34 points, 6 rebonds, 8 passes, 14 points dans le Money Time, 3 paniers pour passer devant dans la dernière minute, dont évidemment le game winner au buzzer. C'est complètement dingue comme retour. C'est ça. Je pense qu'il pouvait pas rêver mieux. Tu as raison, c'est un scénario un peu hollywoodien. Alors, le scénario vraiment hollywoodien, c'est s'il fait ça dans un match de playoff, mais dans un match de saison régulière, c'est déjà beau. Surtout dès le premier. Dès le premier, tu pouvais t'attendre peut-être à ce qu'il soit un peu rouillé et tout ça. Moi, j'ai regardé le début du match. Après, je me suis endormi. Tu sais dans quel état on s'est laissé hier après la night session. Mais en me réveillant assez tôt, j'ai vu direct le replay. J'ai cru à une blague. Et voilà. Mes Grizzlies, attention, je dis mais volontairement pour la provoque. Mes Grizzlies sont enfin lancés vers le titre. Ça y est, c'est parti. Maintenant que Morant est là. Non, mais ça montre. C'est bien, ça permet de rappeler quel joueur c'est aussi, parce que mentalement, techniquement, c'est ce qu'il a fait dans ce match-là, c'est fort, parce qu'il met aussi 34 points. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas que le panier de la gagne. C'est un peu lui qui les a tractés jusqu'à ce comeback. Où les Pelicans ne sont pas exempts de tout reproche. Ils sont quand même bien refait manger, alors que le match était quand même pour eux à la base. Mais bravo Ja Morant, ça fait quand même plaisir. Ça peut laisser espérer qu'il ait effectivement remis sa vie sur de bons rails, et qu'on le voit se concentrer majoritairement sur le fait de très très bien jouer au basket, ce qu'il a déjà montré savoir faire par le passé. Alors, c'est qu'un match, mais là où tu vois, on parle de nouvelle saison pour Memphis. Là où je suis d'accord, c'est que je trouve que les Grizzlies avaient d'un coup une âme, en fait. Alors, j'ai pas beaucoup regardé Memphis sur le début de cette saison, je vais pas vous mentir, mais je trouvais que c'était quand même, je sais pas, très souvent c'est plat, c'est terne, c'était triste. Ça manquait de vie, et Ja Morant, en fait, il a insufflé tout ça dès son retour. C'est là où je trouve ça fort, c'est que d'un coup, tu as l'impression qu'il y avait une équipe. Jaren Jackson Jr., que j'ai allumé, a fait un bon match, il met 24 points. Morant met quand même 3 paniers décisifs sur Herb Jones, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Ça, c'est fort, faut le faire. Après, voilà, cette équipe, elle manque, selon moi, toujours vraiment de talent pour ne serait-ce que jouer le play-in. Mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a eu un espèce d'électrochoc, quoi. Si ça peut être un déclic pour les Grizzlies, après gagner 2 matchs sur 3, hein, ça me semble impossible avec cet effectif. Mais ouais, vraiment, on a senti qu'il se passait quelque chose. Et il faut le rendre à, faut rendre à Morant, quoi. C'est quand il est là, c'est pas, je sais pas, il y a toute une atmosphère différente. Je trouve que par exemple la différence avec quand Morant est blessé et que les Grizzlies tournaient bien. Alors déjà, il n'y avait pas les mêmes joueurs, il y avait Tyus Jones, il y avait Dylan Brooks, etc. Mais bon, tu sais plus ou moins que tu vas récupérer ton gars. Bon, là aussi, il y avait une date de retour, tu vois, mais je sais pas, il n'y avait pas la même énergie, je trouvais, quand les Grizzlies jouaient sans Morant par rapport à avant. Et il a redonné vie à cette équipe. C'est leur leader, c'est leur patron. Je pense qu'ils sont tous contents de le voir revenir. Et ils vont tous retrouver ce dont on parlait hier, un rôle qui leur convient mieux pour Jaren Jackson, Desmond Bane, qui sont, je pense, pas taillés pour être des franchise players. Et avoir ce gars-là qui attire l'attention des adversaires, des médias, parce qu'il va être scruté, hein, là maintenant, même les médias locaux, parce que bon, on a l'impression, à juste titre, que les gens s'en foutent des Grizzlies, même à l'échelle américaine. Les gens sont pas mis à plus regarder les Grizzlies sans Morant, c'est évident. Là, il est de retour, tout le monde va regarder. Est-ce qu'il va redevenir le joueur super excitant qu'on connaît? Est-ce qu'il va peut-être lancer un run historique pour les faire passer des bas-fonds jusqu'au play-in? Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que tu as raison. Je pense que la dynamique, l'atmosphère, tout ça, ça va changer. Ça a déjà changé sur un match
Faut réussir à confirmer après ça. C'est pas simple, mais j'ai envie de croire qu'ils sont capables de faire un truc assez sympa. Ça reste une base d'équipe que moi, en tout cas, j'ai bien apprécié par le passé. Marcus Smart va finir par revenir. Je pense qu'il est aussi capable de mettre. Voilà, on sait ce qu'il est capable d'apporter dans une équipe. Marcus Smart, sur et autour du terrain. Donc voilà, c'était quand même le scénario a fait plaisir. J'aurais aimé le voir en direct, mais la grippe a eu raison de moi. Alors, personne t'en voudra, t'inquiète. On va passer à un autre match qui était très excitant. C'était celui entre Golden State et Boston. Victoire des Warriors 132-126. Boston a pourtant compté jusqu'à 17 points d'avance. Alors, il n'y avait pas Kristaps Porzingis, mais ça reste quand même la meilleure équipe de la ligue, en tout cas la meilleure équipe à l'Est maintenant au bilan, qui s'est pointée à San Francisco. Et voilà, les Warriors ont renversé complètement la vapeur avec un paquet de paniers clutch de Stephen Curry. Il met 2-3 points dans les 3 dernières minutes. Klay Thompson aussi en a mis un d'ailleurs très très important. Derrick White leur a répondu pendant un moment. Puis tout le monde s'est mis à rater. Il y a eu prolongation et Stephen Curry nous a mis un nouveau game winner à 10 secondes de la fin. Il s'est même permis un night-night. Donc le fameux geste pour ceux qui ont YouTube. Voilà. Curry qui termine avec 33 points. Ce qui est fort, c'est qu'il a joué tout le money time et la prolongation avec 5 fautes. Donc avec la sanction au-dessus de sa tête. Et pourtant, malgré ça, il a été extraordinaire. Mais pas que lui. Franchement, il n'a pas été le seul. Il n'a vraiment pas été le seul à être très bon sur cette prolongation et sur ce money time. Mais donc, victoire des Warriors. Je pense que c'est la 2e ou 3e de suite pour Golden State. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu peux me dire à quel moment est-ce que c'est une bonne idée de provoquer Stephen Curry comme l'a fait Jaylen Brown au moment de c'est au cours de la 3e faute de Curry. Il le poste, il marque le panier. Et là, il lui fait le geste t'es trop petit. Et je crois que c'était le début de la fin. Surtout dans la salle des Warriors, en fait. Je crois que là, il y a un truc. Dans son jardin, quoi. Il y a un truc qui s'est déclenché. Et l'autre, il a dit bon, ok, t'as voulu faire le malin avec moi, c'est parti. Et entre le début du 4e quart-temps et la fin de la prolongue, il a marqué 20 points. Ouais, mais il marchait sur l'eau. Incroyable. Il a marqué 20 points, il a joué avec 5 fautes, donc c'est presque. Franchement, c'est presque une faute professionnelle que les Celtics l'aient pas plus attaqué pour le pousser à la 6e faute alors qu'il restait tout un 4e quart-temps et toute la prolongation. Ils n'ont pas du tout cherché à exploiter ça. C'est une équipe en face. Les Warriors jouent small ball, les Celtics ont cherché à shooter. J'ai pas compris. Exactement. Je sais pas. J'ai pas compris comment ils ont abordé le match. Ils se sont dit bon, de toute façon, c'est facile. On est en train de gagner. On va pas changer d'approche. Jaylen Brown s'est chauffé en provoquant Curry. Il y a des joueurs je comprends le coup du too small, ça peut être marrant 2 minutes, mais fais pas ça à Curry, quoi. Enfin, bref. Non, mais c'est vrai que derrière, voilà. Les Celtics ont voulu rentrer dans un concours à 3 points avec les Warriors. D'ailleurs, ils prennent 58 3 points, je viens de regarder. Et du coup, ils en ratent 41, vu qu'ils en mettent 17. 41, ouais. Mais 58 3 points tentés, 50 pour Golden State, sauf qu'ils en mettent 20. Et surtout, à la fin, en fait, Derrick White, il met 2 paniers à 3 points importants à chaque fois pour refaire passer les Celtics à plus 3. Sauf que derrière, il y a un gros tir de Klay. C'est là, en fait, ça a été les moments clés du match. Il aurait vraiment pu Derrick White tuer le match sur ces 2 actions. T'imagines, donc tu reviens à égalité. Donc les Warriors reviennent à égalité. Derrick White, il met un 3 points. Donc tu te dis, t'es content, t'es enthousiasmé de revenir à hauteur de l'équipe qui t'a mené de 17 points. Puis là, boum, tu te prends un coup de poignard. Klay, il met un gros tir à ce moment-là pour égaliser. Donc pareil, t'es hypé en mode, on a répondu direct. Et là, Derrick White, il remet un 3 points. Vraiment, c'est vraiment le truc qui peut te tuer. Mais non, Curry, il arrive derrière et remet un 3 points pour égaliser. Et je trouve que Golden State a eu quelques moments. Alors, Tatum a eu pris l'initiative aussi d'aller un peu dessous à la fin, mais il a raté. Ils ont raté pas mal de tirs de près aussi. Et Trayce Jackson Davis, c'est Trayce Jackson Davis. Il prend le rebond hyper important sur le panier, là. C'est lui. Le rookie, il a très bien défendu aussi. 10 points, 13 rebonds. Et Chris Paul, 9 points, 12 passes, ça a été très bon. En fait, le 5 à la fin était très bon. C'était Curry, Klay Thompson, Chris Paul, Jonathan Kuminga qui finit à 17 points, 7 rebonds, qui fait une interception très importante pour aller dunker en contre-attaque à un moment. Et Trayce Jackson Davis. Et franchement, ça me permet de répéter, mais cette équipe de Golden State, quand elle a un 2e score à 20 points régulier et Klay Thompson, il est sur 4 matchs de suite à 24 points ou plus, c'est pas la même équipe. Et c'est une très bonne équipe qui a de la profondeur. Il y a beaucoup de points, donc on pourrait penser que c'était un match offensif. Oui, il y a eu beaucoup de tirs, mais il y a eu une très bonne défense de Golden State à la fin.
C'est une vraie bonne équipe. Ouais, je pense à cette dernière action où il y a deux des joueurs que tu as cités, Jackson Davis qui prend un rebond important et derrière Chris Paul qui trouve la passe pour Curry. Bon, alors faut réussir à mettre le shoot qu'il met là à 10 secondes de la fin. Il est quand même costaud, mais oui, je suis d'accord. De toute façon, dans l'absolu, j'ai toujours été d'accord avec la qualité sur le papier des Warriors. Hein. C'est plus tous les petits trucs ponctuels qui font que c'est la forme de Wiggins, la méforme de Wiggins, la méforme de Klay Thompson, les conneries de Draymond. Au bout d'un moment, peut-être que tout va se résoudre et leur avantage, c'est qu'ils ont le temps pour résoudre ça et qu'ils se connaissent suffisamment bien pour savoir comment embrayer après une fois que c'est résolu. Donc, c'est le genre de match qui va leur redonner confiance. Une petite série de matchs, une série positive de matchs comme ça peut lancer une saison aussi. Je trouve que la présence de Jackson Davis, qui finit à plus 25 d'ailleurs, différentiel, je viens de voir ça. En regardant, je me disais, ouais, quand il est là, ça se passe bien, mais c'est vrai que je n'avais pas imaginé. Donc, il met 3 contre et il finit à plus 25. Il leur donne une dimension athlétique, en fait. En fait, Kuminga et lui, alors, c'est pas des joueurs qui vont pouvoir porter les Warriors vers le titre parce que je pense qu'en playoff, il y aura un manque d'expérience évident pour Trayce Jackson Davis. Et puis, bon, quand la scène est plus grande, c'est quand même assez rare que les jeunes deviennent encore plus forts. Il y en a, mais c'est rare et on peut pas non plus miser là-dessus. Donc, évidemment, ils ne remplaceront pas Draymond et Wiggins. Mais là, sur la côté saison régulière, ils donnent une dimension athlétique, les gars. Quoi. Il y a de la taille, ils ont de l'envie. Vraiment, il y a des formules qui marchent. Après, juste d'ailleurs, j'en profite une petite parenthèse. Je vois beaucoup de commentaires. Ah, Antoine, il est fan des Warriors, il est fan de Curry. Mais pas du tout, en fait. C'est ça le truc, c'est pas du tout, en fait. C'est juste je pense quand on suit la NBA en tant que journaliste, surtout quand nous, c'est le cas depuis plus de 10 ans maintenant, on voit tellement de matchs. Tous les jours, on écrit des news. Du coup, on a des fois des interviews. Bien sûr qu'il y a de l'affect, mais en fait, on est obligé c'est paradoxal. Parce que d'un côté, il y a de l'affect avec certains joueurs parce qu'on apprend leurs histoires, etc. Et de l'autre côté, on se détache, en fait, parce qu'on voit tellement de trucs. On peut voir du bien dans chaque équipe. On peut apprécier chaque équipe ou presque. Donc, il n'y a pas le truc. Tu vois, au final, on a même du mal à être fan, quoi. Même toi et moi, ok, il y a Portland, Orlando, mais on a quand même du mal à être fan en vérité. Et du coup, en fait, non, c'est juste les Warriors. Moi, j'ai cette lecture des Warriors. Enfin, c'est comme ça que moi, je vois les Warriors. Et peut-être que j'aurais tort, mais je trouve que cette équipe, depuis le début de la saison, on voit vraiment des choses. Et si Clay, alors c'est des grands si à chaque fois, mais là, tu vois, il n'y a même pas besoin d'un grand Wiggins ou de Draymond Green. Non, juste une deuxième option offensive. Et il n'y a même pas 40 points de Curry. Pour moi, quand il y a 40 points de Curry, c'est limite pas bon signe, tu vois. C'est qu'il a dû faire tout seul. Là, juste avec Paul, il y a un deuxième ball handler Paul, il est très bon. Il a raté pas mal de tirs au début, mais il était très bon. Quand tu as Clay qui est comme ça, et je trouve plus en jambes que l'an dernier, je trouve qu'il va au cercle de temps en temps. En fait, c'est une équipe qui est très forte. Et Jackson Davis, il est bien parti pour remplacer Looney sur des minutes de fin de match. Là. Mais je comprends, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Après, sur le côté de l'affect et tout, c'est pareil. Enfin, il y a des saisons où on a une lecture d'une équipe, on se dit, c'est plus dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que moi, je suis très content de me tromper quand je dis cette équipe, je pense que ça n'a pas du tout marché et tout ça, et que pour le coup ça marche, je suis content de m'être trompé. Là, quand toi tu annonces les Warriors, je les vois bien, ils sont solides et tout, quand enfin ils montrent des signes qui sont solides, on est content. C'est aussi bête que ça, on est content d'avoir eu raison dans ce sens-là. Et là, je pense que ils sont sur la bonne voie pour retrouver ce statut d'équipe solide que tout le monde va craindre. Là, puis il y a un moment dans la saison peut-être où Draymond Green va revenir, qui sait miraculeusement avec un cerveau tout neuf, tout rafraîchi. Gary Payton aussi. Gary Payton. Peut-être que là, Clay, il va plus jamais baisser de pied. Chris Paul va aussi monter en puissance. Les jeunes dont on parlait, Kuminga, Jackson Davis, ça commence à cliquer. C'est une équipe, c'est presque une équipe incontournable et c'est presque pas bien quand elle tourne pas, tellement c'est des joueurs, une équipe où il y a Curry qui tourne pas bien, c'est presque triste. Il nous reste pas 15 ans de Steph Curry, donc c'est quand même aussi bien quand ces équipes-là tournent. Et là, surtout quand il fait des fins de match comme celle-là, il n'y a pas tellement de spectacles similaires à Curry qui monte en pression comme ça, qui a cette espèce de sourire assassin qui commence à enchaîner les paniers. Enfin, c'est un régal. Même sans être fan des Warriors, il n'y a pas besoin d'être fan des Warriors pour apprécier ça, je pense. Ouais, c'est sûr.
Bon, en tout cas, bon, on verra s'ils enchaînent, hein. Évidemment, Ouais. il y a toujours en NBA cette notion d'enchaîner, de ne pas s'arrêter sur un match parce que la saison est très longue et dès le lendemain ou dans 2 jours, tu en rejoues un. Et puis surtout, les Warriors ont besoin d'enchaîner les victoires. L'Ouest est terrible et l'Ouest est terrible pour Phoenix aussi. Phoenix qui a Ouais. perdu à Portland. Malgré 40 points de Kevin Durant, là, les Suns sont justement dans une mauvaise passe. Ils menaient de 16 points après le premier quart-temps. Ils ont réussi à se faire reprendre. C'est assez surprenant que les Suns n'arrivent pas à enchaîner. Devin Booker est un peu maladroit en ce moment. Ils ont eu jusqu'à 22 points d'avance. Hein. Ils Ouais. ont eu plus 22. KD qui fait 40 points contre Portland qui... Alors, on sait que les joueurs, ils ont des joueurs individuellement qui valent mieux que la situation dans laquelle se trouve la franchise. Mais c'est Portland, quoi. C'est Portland cette année. Non, tu peux pas perdre un match comme ça quand c'est déjà une saison où ils étaient 10e avant ce match-là. Ils sont toujours 10e du coup. Mais... Bon, faut commencer à faire attention aussi. Tout ne peut pas s'expliquer par l'absence de Bradley Beal, parce que bon, de toute façon, ils ne se sont pas encore habitués à sa présence, donc son absence c'est pas censé être aussi pénalisant. Quand on a vu KD et Booker opérer ensemble sur la fin de saison dernière, on s'est dit que ça pouvait même suffire pour de la saison régulière. Là, c'est pas très très rassurant des défaites comme ça. Et au-delà, en fait, c'est même pas un craquage sur une toute petite période, parce que donc ils ont ce plus 22. Et ils se font gratter, et à un moment ils se font même Portland à plus 14, donc ils ont vraiment été sur Phoenix a réaccéléré sur la fin, mais tenter un espèce de trop noir, quoi. Et t'as Anthony Simons qui marque un panier important à la fin pour leur redonner 5 points à Portland. Donc c'est la 5e défaite en 7 matchs pour Phoenix qui ne rassure pas, effectivement. Et Simons, 23 points, 7 passes, 22 points pour Jeremy Grant, 16 points, 15 rebonds pour DeAndre Ayton. Toujours très solide contre les Suns. Mais ouais, Phoenix, inquiétant. De toute façon, depuis le début de la saison, on le répète, mais la manière dont cette équipe joue, il y a du mieux des fois, mais c'est... Ouais, il n'y a pas d'âme. On parlait d'âme, tu vois, avec Ja Morant. Là, il n'y a pas d'âme. J'ai l'impression que le truc qui résume un peu ces Suns, c'est Booker et Durant qui se parlent entre eux, tu vois, tout au long du match. Et par exemple, si on prend ce match, à un moment, ils disent « Ah, mince, t'as vu, là, on est à moins 14, il faut qu'on accélère. » Ouais, mais t'as plus le temps, mec. Les équipes NBA, au final, même les équipes nulles, à part les quelques équipes qui se mangent cartouche sur cartouche, t'es quand même obligé de jouer un minimum, quoi. Et ouais, c'est vraiment pas emballant, Phoenix. Hein. C'est dommage, une si belle franchise, des si beaux maillots. Enfin, bref. Ce serait bien que Phoenix, je sais pas, crée quelque chose, quoi. Frank Vogel, bon après, ça fait pas si longtemps que ça, mais ouais, je trouve qu'il n'y a rien qui se crée. Enfin, non, pour l'instant, en tout cas, non. Eux aussi, le reste du temps, et peut-être que Bill s'en retourne miraculeusement s'il arrive à faire un ou deux matchs de suite, peut-être que ça changera quelque chose. Mais non, je suis assez d'accord. C'est un peu terne tout ça. Allez, dernier match de la nuit, on va pouvoir parler d'un gars dont je suis fan du coup, là pour le coup vraiment fan. Victoire des Bucks contre les Spurs. Les Spurs jouaient sans Victor Wembanyama qui est gêné par sa cheville, blessé à la cheville. Deuxième match qui manque cette saison. Victoire des Bucks 132-119 avec 40 points de Damian Lillard. Voilà. Il n'a pas fait de détails. 14 sur 22 au tir, 7 sur 12 à 3 points. Lillard, comme on le dit depuis un moment, on sent qu'il y a une adaptation aux Bucks qui est vraiment en train de se faire. Sur ces derniers matchs, c'est 33, 39 et 40 points. Il est très très solide. On parlait hier des joueurs susceptibles d'être titulaires au All-Star Game. Il ne faut pas l'écarter complètement. Il est à 26 points, 7 passes de moyenne. Plus de 26 points, plus de 4 rebonds, plus de 7 passes de moyenne cette saison. Non, il est vraiment sur une bonne série aussi. Tu as raison, il trouve ce qui est logique. Enfin, tu as joué toute ta vie professionnelle dans la même équipe avec souvent les mêmes joueurs. Il a quand même joué beaucoup d'années avec McCollum, par exemple. Tu dois te réhabituer à un autre environnement sur le terrain et en dehors du terrain. Tu dois jouer avec Giannis, qui est un joueur, tu n'as jamais joué avec ce profil de joueur. Il a mis un peu de temps à trouver son adresse, mais là franchement... Et c'est pas que parce que ce sont les Spurs. Hein. Là, les Spurs, c'est un adversaire médiocre, en plus sans Wembanyama, mais ça fait plusieurs matchs qu'il est vraiment en train de monter en puissance et de gagner en assurance. Et là, 40 points. Il a dépassé la barre des 20 000 points en carrière aussi, pour l'occasion. Ouais. 8e joueur en activité à le faire. Après LeBron, KD, James Harden, Steph Curry, DeRozan et Chris Paul. Chris Paul aussi. Et c'est le 7e plus rapide à le faire au nombre de matchs.
Donc voilà, une belle soirée pour Lillard et ça confirme leur montée en puissance et la sienne. Giannis fait un triple-double discrètement. Ouais, alors avec 16 passes quand même. 11 Ouais. donc il met pas beaucoup de points, mais 11 points, 14 rebonds et 16 passes, je crois. Je l'ai pas sous les yeux, mais de C'est tête, ça. doit être ça. 11 points, 16 passes, 14 rebonds. Ouais. Tranquillement, sans faire de bruit. Petit triple-double avec un accent mis sur le playmaking, effectivement. Ouais, il faut pas oublier qu'Yanis est quand même un playmaker de qualité. Alors bon, les passes décisives ne reflètent pas toujours la capacité de création ou la capacité de passe, mais c'est un playmaker talentueux. C'est pas juste une brute physique, il y a quand même beaucoup d'aspects techniques dans son jeu. Juste sur les Bucks, je pense qu'ils ont si tu prends juste leurs 5 meilleurs joueurs de rotation, donc Brook Lopez, Chris Middleton, Giannis, Damian Lillard et Bobby Portis, même si c'est pas leurs 5 majeurs, mais leurs 5, c'est du niveau de ouais, c'est du niveau de Boston et Denver, tu vois. C'est vraiment parmi les favoris au titre. Je pense que si Milwaukee arrive, alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'assets, mais si Milwaukee arrive à légèrement renforcer sa rotation, ajouter 1 ou 2 joueurs, sachant que Pat Connaughton, tu vois, si Pat Connaughton, c'est ton 8e joueur, Malik Beasley, c'est ton 8e joueur ou ton 9e joueur, t'es quand même bien. C'est des mecs qui vont avoir par moment des étincelles en playoff. Mais si tu arrives à ajouter 2 joueurs qui peuvent vraiment jouer, t'apporter 15, 17, 18 minutes très solides en playoff, ça peut être c'est pas juste. Bah, évidemment que c'est un favori au titre, mais je pense que c'est une équipe qui peut gagner dès la première année de Lillard et Giannis. Ouais, c'est possible. Les interrogations, c'était sur la défense, leur capacité à éviter de prendre beaucoup trop de points, ce qui était le cas au début. Il y a eu le changement réclamé par les joueurs pour un retour à ce qui se faisait sous Budenholzer. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt bien digéré ça aussi. Donc ouais, je suis d'accord. Milwaukee monte en puissance et là aussi sans faire beaucoup trop de bruit. Donc c'est intéressant aussi pour eux. Ils ont de la pression. Hein. Je veux dire, tu recrutes Damian Lillard en perdant Jrue Holiday, forcément tu as de la pression, mais ils ont vraiment bien digéré ce début de saison un peu compliqué. Pas tellement dans le résultat, on l'a dit plusieurs fois, ils avaient un bilan plus qu'honnête, ils étaient quasiment au coude à coude avec Boston à l'Est et Philadelphie, donc sur le bilan, c'était pas du tout inquiétant, mais il commence vraiment à devenir très, 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 très séduisant. Ouais. Et Lillard en particulier, forcément, c'est lui qui est censé faire la différence aussi une fois les playoffs venus. Donc, Bah là, ils sont sur 5 victoires de suite et ils ont quasiment le même bilan que Boston. Boston est à 26, Milwaukee est à 27. Donc même la première place, elle est évidemment envisageable. Bon, après, c'est normal, on n'est qu'au quart de saison. Il y aura encore beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui vont se passer, mais Milwaukee est clairement déjà bien. Ouais. Shai, c'est parfait pour aujourd'hui. Tu vas pouvoir être reposé un petit peu, j'espère. Ouais. Nous, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Ouais. On peut peut-être rappeler aux gens qui peuvent nous envoyer encore leurs questions pour le CQFR du samedi. Exactement, à l'adresse mail cqfr.rivers@gmail.com. Vous pouvez effectivement nous poser n'importe quelle question sur la NBA. On en sélectionne, enfin Théo les sélectionne et nous les pose. On ne les connaît pas à l'avance. C'est ça qui est cool, c'est qu'on les découvre en direct. Et c'est un 6e CQFR, le ce à quoi il fallait répondre. Voilà, au cas où vous aviez manqué les premiers rendez-vous, c'est posté le samedi matin. Demain, il y aura le replay de notre late session. C'était une belle émission hier. C'est une belle émission. Tu avais prévu quelques sujets pour nous, tu as géré ça. Et non, on a parlé de beaucoup de choses, évidemment, mais c'était une émission sympathique. Je vous invite à aller la regarder. Elle sera en replay donc demain sur la chaîne YouTube. Voilà. Bah, écoutez, on a parlé d'hockey sur gymnase. Ok en gymnase. Du hockey en salle, mais normalement, mais bon, hockey sur gymnase, on trouve que ça fait mieux. Bah, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve dès demain. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao.